Les Technos, épisode 366, enregistré le 8 septembre 2022 avec mes deux camarades de jeu de cette semaine. Ça va de nouveau être simple pour moi puisque ce sont les deux Sébastien que l'on a récupérés. Celui de la semaine passée et celui que vous n'avez pas encore vu cette saison. Sébastien et Sébastien. Bonjour Sébastien, je vais commencer par celui qui est à ma droite. Et c'est là qu'il réfléchit. Oh, c'est super compliqué ça. C'est quoi sa droite en fait? Qui est ta droite à toi ou la droite ma droite c'est moi. Voilà, c'est ça. Ma droite c'est celle où le pouce est à gauche. Et donc c'est ce Sébastien-là, le plus basané, celui qui revient de vacances a priori, ou pas? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et c'est quoi la question? Ça va bien? Ça va bien. On fait, oui. Allez, hein. On aura plein d'anecdotes. Certaines plus drôles, d'autres moins drôles. On va égrener l'épisode de ça ou pas. Ah oui, ça, je te dis, elles sont pas toutes drôles. Ah ben voilà, donc on va éviter les moins drôles. De l'autre côté, on a Sébastien aussi, hein, forcément, qui lui depuis la semaine passée va bien aussi. Donc il est revenu de vacances aussi. Et voilà. Non. Non, et puis voilà. Et donc, épisode... alors si j'ai donné la date, c'est parce que c'est une date un peu historique. Au moment où on enregistre cet épisode, enfin quelques dizaines de minutes avant l'enregistrement de cet épisode, on a appris le décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. C'est quand même un fait historique. Alors évidemment, on parle pas des faits historiques dans les technos, ou en tout cas pas de cet ordre-là. On parle pas des têtes couronnées, c'est pas notre propos, etc. Malgré tout, il y a une petite accroche technologique à cet événement, enfin indirectement j'ai envie de dire, c'est donc la séquence que je mettrai entre guillemets vieux con, que je te ship quelque part Sébastien, hein, puisque c'est toi qui en as l'habitude, c'est le couronnement de la reine Elisabeth qui a été le premier grand événement à avoir été intégralement filmé et diffusé en télévision. C'était le 2 juin, alors là mon copion il est trop loin. 1950, le 2 juin 1953 et filmé avec 3 types de caméras. Caméra de télévision pour une diffusion en direct à la BBC, mais également sur le réseau, ce qui allait devenir le réseau Eurovision, c'est-à-dire en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne et en France, si je ne dis pas de bêtises, filmé en cinéma couleur, d'autre part, et filmé également avec des caméras qui pour l'époque étaient révolutionnaires et dont moi personnellement j'ai jamais vu le résultat après, qui étaient des caméras 3D, qui filmaient en 3D, c'était expérimental, et c'est resté expérimental parce que je pense que les bobines sont restées dans les boîtes. Donc voilà, c'est un peu dommage. Alors, quand je dis que ça a été filmé, c'est vrai que ça a été diffusé en direct, je vous l'ai dit, sur le réseau européen. Par contre, pour le Canada et les États-Unis, par exemple, ils ont envoyé des avions avec les bobines jusqu'au Canada. Et là aussi, petite prouesse technologique de l'époque, c'est la première fois qu'il y a eu un vol sans escale entre la Grande-Bretagne et le Canada pour aller déposer les bobines, et ce, à 3 reprises, parce qu'il y a eu 3 rotations pour envoyer les bobines, pour essayer de faire en sorte que les gens au Canada, aux États-Unis, soient au plus proche de l'événement. C'est quand même un peu fabuleux, je trouve, quand on voit qu'aujourd'hui, n'importe qui, avec un smartphone, pousse sur un bouton et voilà, il est disponible partout dans le monde et tout de suite. Et pour dire quoi ? C'est 70 ans plus tard. Si, Marc, si on doit expliquer tout ce qu'elle a vécu comme technologie qui est arrivée, comme elle vient de la diligence, on peut tout refaire. On va peut-être pas exagérer non plus, mais c'est quand même quelqu'un qui a mis en avant, à l'époque, qui a imposé quelque part la télévision, puisque la télévision existait avant, évidemment. Hein, son papa lui-même, le couronnement de son papa avait été en partie filmé, en tout cas, on appelle ça la procession avait été filmée, mais tout le couronnement n'avait pas été diffusée, et donc elle a imposé, parce que média d'avenir, la modernité qui arrive en 1953, je veux que ce soit filmé, et depuis lors la BBC est encore aujourd'hui toujours l'organe de diffusion de l'information de la royauté en Grande-Bretagne. Voilà. Fini. Fermons la page. À dire sur son usage de la radio et de la télévision aussi. Si vous regardez la série de Queen sur Netflix, c'est relativement bien expliqué. Exactement. On voit ses allocutions, notamment à l'occasion de Noël, qui était une première à l'époque également. On va pas en faire des louches, je l'ai dit, c'est pas tout à fait notre propos, mais il y avait une petite accroche technologique, c'était l'occasion d'en dire un mot. Un deuxième mot, si vous le voulez bien, vous allez être peut-être étonnés, ceux qui nous connaissent ne le sauront pas, nous n'allons pas parler de la keynote d'Apple, parce qu'il n'y a rien à dire, en tout cas, en ce qui me concerne, alors mes petits camarades semblent être d'accord avec moi, puisque eux aussi n'ont pas
placé d'informations, ils n'ont pas calé de news liées à cette keynote. Le 14 est plus cher que le 13, mais il n'apporte pas grand-chose en plus, comme le 13 était plus cher que le 12 et n'apportait pas grand-chose en plus que le 12. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Après, il y a les buds, hein, on ne sait toujours pas les réparer, et la montre connectée, elle est nouvelle, elle est belle, elle est trop épaisse. Voilà, j'ai tout dit. C'est ça, hein, ce truc. Donc on peut passer à la lettre suivante. Elle peut pas aller sous l'eau. Ah, elle peut aller sous l'eau. Super, parfait. On ira sous l'eau. Voilà. Si vous avez Samsung disait que le téléphone ne plie pas. Oh, voilà. Non, toujours pas. Et tant mieux d'ailleurs. La pub de Samsung pour répondre à la keynote d'Apple, elle est drôle si vous avez une minute à perdre. D'accord. Moi, tu sais, les smartphones qui plient, j'y crois pas. Ouais, j'y crois pas. C'est pas que j'y crois pas, c'est que ça m'intéresse pas. C'est le marketing, c'est drôle. C'est surtout une charnière, quoi. C'est tout. Et c'est surtout très très cher. Par les temps qui courent, il faut faire des économies. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez l'opportunité d'acheter par exemple un iPhone 12 mini, le prix va certainement s'écraser. S'il en reste encore en stock près de chez vous, et que vous devez changer de smartphone, c'est peut-être une bonne opportunité, par exemple. Oui. Je dis ça, je dis rien. Oui. Un dernier truc à dire. Parce que, voilà, tant que tu parles d'économie, vous imaginez, vous voyez, on est bien éclairé. Je viens de recevoir ma régule d'électricité comme beaucoup d'entre vous. Faire un podcast, ça coûte de plus en plus cher. Oui, mais enfin, en même temps, c'est des LED. Mais ça coûte cher. Il n'y a pas que. Il y a pas que. Chez moi, oui. Mais donc, voilà. On a déjà fait 6 minutes à casser les pieds de tout le monde avec Babel 2 et l'électricité. Et voilà. On a déjà perdu la moitié de nos auditeurs. On peut passer à la première lettre. La lettre A comme Apple. Apple, mais Apple Pay. Et c'est Sébastien qui veut nous parler d'Apple Pay. Je suis fatigué, moi, c'est pas possible. Qui traite 6 000 milliards par an. Mais 6 000 milliards de quoi ? de dollars de paiement. Apple Pay, donc vous le savez, c'est la solution qui permet de payer avec votre téléphone. Vous dégainez votre téléphone, vous mettez votre doigt dessus ou vous montrez votre joli sourire pour qu'il se débloque et puis clac clac, vous clac clac, comme on disait, clic clac Kodak, clac clac, c'est payé. Vous devez plus sortir votre carte de crédit et c'est bien pratique et j'utilise ça tout le temps. Donc Apple devient un acteur majeur dans le monde du paiement et une étude indépendante critiquable, mais j'y reviendrai. Une étude indépendante faite par un site qui s'appelle Trading Platform estime qu'il y a 6 000 milliards de dollars de valeur de transactions qui passent par le système Apple Pay sur 12 mois, sur une année, ce qui fait d'Apple le deuxième acteur mondial en matière de paiement, derrière et très loin derrière Visa. Il est quand même à la moitié de ce que fait Visa, mais devant Mastercard par exemple. Le troisième serait Alipay, donc Alibaba, la solution du cloud chinois. Mastercard en 4, je l'ai dit, et puis Google a seulement 2500 milliards de dollars par an. Donc information intéressante. Quand on va lire les commentaires sur les sites de news, il y a beaucoup de gens qui disent oui mais attention, Apple n'est pas un réseau de paiement, donc il n'est pas à comparer avec l'activité de Visa ou de Mastercard. Ils ne sont que la porte d'entrée sur un réseau de paiement. C'est pas eux qui acheminent l'information aux banques, aux sociétés de clearing, etc. C'est juste un émetteur de cartes en quelque sorte. Ce sont leurs cartes qui sont utilisées et l'argent ne passe pas évidemment par les comptes d'Apple. Bon, enfin quand même 6 000 milliards après avoir lancé Apple Pay en 2013, donc en 10 ans, pas mal, belle croissance. Ok, un commentaire de la part de Sébastien, peut-être, sur ce sujet, ou pas? Ouais. Non. Voilà. Non, il n'est pas en train de se noyer. Hein. Vraiment, je sais pas. Bouille. Bah, voilà. Vraiment pas. Tu vois, ça m'en touche une sans bouger l'autre, comme disait... Voilà, exactement. Voilà. Comme disait... C'est Chirac, je pense, qui disait ça. C'est Chirac aussi, je pense, ouais. Ouais. Ok, de Chirac, vous m'en mettrez deux. Mais ok, mettrez deux. On a tellement attribué de paroles à Chirac qu'on finit par se demander si c'est bien lui. Hein. Bon, enfin bref. Ok, on a fait le tour de cette question. Apple Pay, affaire classée. La lettre C comme chien. D'accord. C'est l'autre Sébastien, du coup, qui nous parle de chiens. Un collier intelligent pour les chiens. Il fallait que ça arrive un jour, forcément, après la montre connectée et tout ça. Oui, et juste avant, parce que je voudrais pas qu'on le reproche, ça m'en touche une sans bouger l'autre. C'est pas une critique sur le sujet de mon cher acolyte. Hein. C'est un sujet sur l'Apple Pay. Apple Pay, voilà, ça
Ça ne m'emballe pas plus que ça. Oui, c'est ça, mais c'est juste pour être sûr que ce soit pas mal perçu, je me dis moi-même après. La question n'était pas de savoir si tu avais aimé la manière dont Sébastien avait traité le sujet. C'était sur le fond. Oui, tout à fait. Donc le chien. Alors, je vais commencer avec une anecdote pas drôle, hein, évidemment. Je suis parti en vacances, comme beaucoup d'entre vous, pas tous peut-être, mais voilà. Et après, malheureusement, le chien à l'avion, pas terrible. Et donc il est resté en Belgique, et 3 jours après notre départ, on nous annonce que le chien a malheureusement passé l'arme à gauche. Donc ça te fait le début des vacances sur les chapeaux de roue, tout le monde braie, les gosses en larmes, toute la famille en larmes, et la bestiole. Et c'est là effectivement que je refais le parallèle avec le sujet. Notre chère bestiole, c'était une journée où il faisait canicule en Belgique, et tous les vétos on dit canicule, un bulldog, il faut une petite piqûre et ça va passer. Sauf qu'en fait, elle faisait une embolie pulmonaire, et donc c'était pas tout à fait la même chose, et donc le chien n'a pas survécu. Donc voilà, sur cette triste nouvelle, tu vois, anecdote. Oui, mais ça m'attriste, je l'apprends. J'ai connu cette bestiole. C'est ça, elle était toute gentille. Même David, aussi podcasteur qui déteste les chiens, s'était pris l'amitié avec ce petit chien. Elle m'a reniflé. C'était rigolote. Enfin bref, passons. Voilà. Et donc effectivement, quand tu te dis, il y a des trucs que tu aurais pu suivre sur le chien. Nous, on est connectés dans tous les sens, des bagues, des montres, et quand notre cœur pète ou qu'il y a quoi que ce soit, ça y est, on le sait. Il y a le truc qui s'affole. On a mal dormi. Il y a mon téléphone qui s'affole. Sur les chiens, c'était pas si évident. Il y avait pas grand chose. En tout cas, c'était pas un marché de masse, et ça avait été annoncé en tout début de l'année. Et maintenant, effectivement, à l'IFA, on a la démo de la bestiole. C'est un collier, voilà, collier qui ressemble à un collier assez bête et méchant, mais avec la moitié en genre de mousse, donc un petit peu plus épais. Et ça permet de surveiller la santé de votre animal, et votre compagnon, et donc potentiellement de détecter qu'il va pas bien, parce que c'est pas toujours évident de détecter que ton chien ne va pas bien, et pourtant ça se détecte. Si ton chien a mal, son rythme cardiaque va s'élever, sa fréquence respiratoire aussi, etc. Et donc il y a toute une série de choses où tu te dis, parce que le chien ne va pas venir se plaindre en disant j'ai mal, et tu ne peux pas forcément toujours facilement le détecter. Et donc ici effectivement, si tu as l'habitude de traquer sa fréquence cardiaque, à un moment il peut te dire peut-être qu'il y a un truc que tu dois quand même regarder fort près de ton chien. Et donc il y a effectivement le truc habituel comme on a pour les humains, donc suivi de l'activité, donc fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, mais pas que. Le truc te permet aussi de faire un suivi GPS, parce que ça aussi c'est toujours un truc où tu dis merde, il s'est barré le chien, où est-ce qu'il est, s'il fait une petite escapade et qu'il a son petit collier, tu vas pouvoir retrouver ton chien, ce qui est, je pense, un des trucs les plus intéressants aussi, parce que tous les chiens ne sont pas toujours très fidèles à leur jardin. Et donc la bestiole aura une autonomie de plusieurs semaines de recharge, ce qui là aussi est important, parce que t'as pas envie de recharger tous les soirs le collier de ton chien. C'est quand même pas super évident. Donc voilà, pour ceux qui aiment les chiens d'entre nos auditeurs, je ne peux pas vous donner le prix. Si, je peux vous donner le prix, 99 boules. Plus un abonnement si tu veux évidemment savoir où il est, parce que là tu as une carte SIM et là c'est 13 €. Bon, quand on voit ce que les gens, et tu me diras pas le contraire, Seb, ce que les gens sont capables de dépenser pour leurs animaux de compagnie, en fringues des fois, en colliers, en jouets, enfin voilà, en toutes sortes de gadgets. Celui-là, pour une fois, je trouve que c'est un gadget plutôt intelligent. Évidemment, c'est orienté tech, donc ça m'interpelle plus que l'autre en caoutchouc. Le problème, c'est que c'est difficile pour l'animal de se plaindre. Et donc, si effectivement tu as quelques informations, tu peux, toi, essayer de lui donner une meilleure qualité de vie. Après, effectivement, le prix, 99 € par rapport à ce que coûte un animal, c'est quasi dérisoire, je veux pas dire que c'est rien, 99 €. Si mais chien te coûte plusieurs milliers d'euros à l'achat, et l'incinération... parce qu'on l'a fait incinérer, tu veux garder le truc. L'incinération, on te ramène une petite boîte, t'es quand même aussi
quelques milliers d'euros pour la totale. Donc, finalement, 99 balles et 12 euros par mois pour qu'il reste en vie. On est bien d'accord, ça va peut-être améliorer sa qualité de vie, ça ne va pas le garder en vie si le chien est très très malade. Ça va pas le sauver, bien sûr. Ça va pas. S'il se fait écraser par un bus, il se fait écraser par un bus. C'est-à-dire que quand tu vois tous les coups qui sont engendrés par le décès du chien, tu te dis ouh là là, il va mal, on va vite le perdre. C'est horrible ce que je viens de dire, mais moi je trouve ça plutôt malin, et je me demandais quand ça allait arriver, parce que c'est vrai qu'après les montres connectées, les bacs connectés, tous ces outils-là pour les êtres humains, il fallait bien que ça arrive pour les toutous et bientôt pour les matous aussi, j'en suis certain. On va en faire aussi pour les chats. Ouais, certainement. Là ici c'est pour les chiens. Et ici, c'est pour les chiens. Voilà. Évidemment, paramétrer le collier pour les chats, c'est un autre paramétrage. Ne le faites pas chez vous. Voilà. Sébastien, un avis? Non? Oui? Et le respect de la vie privée des chiens là-dedans, on leur a demandé leur avis à eux. Est-ce qu'un chien, déjà un chien n'est déjà pas capable de s'auto-diagnostiquer, comment veux-tu qu'il aille déposer plainte à la CNIL? C'est complètement hypothétique. Il n'a rien à dire, le chien. Il a juste à se taire. Déjà, il se promène tout nu. Allez, à la CNIL. Allez, on passe à la suite avec la lettre E comme Edith, et rien à voir avec la môme Piaf. Quand Twitter et iOS permettent l'édition des messages. C'est qui nous en parle? C'est Seb, évidemment. Ouais, on alterne. C'est une fois Seb et puis une fois Seb. Ouais. Bien qu'on voit la vie en rose avec le nouvel habillage vidéo, ça n'a rien à voir avec Edith, effectivement. Bien, Edith, il y a deux fournisseurs de technologie qui ont annoncé qu'on allait pouvoir éditer les messages. Deux annonces bien attendues, une de Twitter et l'autre d'Apple. Et je me suis permis de les réunir dans la même news. T'as bien fait. Twitter, on en parle. Oui, ça valait pas deux news. Je crois qu'il m'en aurait voulu si j'avais fait deux sujets là-dessus. On va pouvoir enfin éditer les tweets jusqu'à 5 fois pendant 30 minutes après l'édition. Alors ça fait longtemps qu'ils en parlent, ils vont faire un rollout de la feature très progressivement, pays par pays, donc vous n'allez pas l'avoir demain nécessairement sur votre Twitter. Le souci et la raison pour laquelle ils sont super frileux, c'est les changements de signification. Je poste un message, il est liké des milliers de fois, il est retweeté, il devient viral, et puis je le change et je vais altérer la signification du message. C'est un vrai risque et Twitter est super frileux. Et c'est pour cette raison qu'ils ne voulaient pas permettre l'édition de messages. Maintenant, en tant que Twitter compulsif moi-même, ça m'arrive encore aujourd'hui, je balance un truc, en plus c'était sur le compte de la société et pas sur le mien, il y a une faute d'orthographe dedans, ça m'oblige d'effacer le tweet et de retweeter, alors qu'il avait déjà été retweeté, qu'il avait déjà été liké, etc. C'est vraiment pas une bonne expérience non plus. Et de la même façon, parce que je vais pas faire des heures là-dessus, Apple annonce l'édition de e-message également. Donc dans e-message, il sera possible à la fois d'effacer un message après l'avoir envoyé, juste 2 minutes maximum après que vous l'ayez envoyé, et de l'éditer également quelquefois jusqu'à un quart d'heure ou 30 minutes, je sais plus. Enfin, c'est aussi limité dans le temps comme Twitter. Ça sera disponible dans iOS 16 qui a été annoncé et confirmé hier pour le mois de septembre. Est-ce que tu sais si, je parle là pour Twitter, mais ça peut être aussi la même question pour iMessage, est-ce qu'il y a un endroit où il est indiqué ce message a été modifié, ou pour qu'on ait quelque part aussi une petite trace de dire j'ai pas eu la berlue quand même, il a pas dit ça au premier coup, machin. Ah, mais non, il a édité. Je l'ai pas encore vu. LinkedIn le fait, on voit clairement éditer. Slack le fait également. Oui, les commentaires sur YouTube aussi, c'est marqué modifié. Oui. Tu vois. Oui, sur des forums, dont un forum qui republie nos podcasts depuis des années, hein. Tu vois, un petit forum d'à côté. Quand tu modifies des messages, il y avait le éditer, mais ça se fait depuis plus de 10 ans, hein, avec la possibilité de voir l'historique des éditions. Parce que c'est ça ton problème après. Ça, c'est encore mieux. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Enfin, en même temps, bon, quand tu fais des grosses fautes d'orthographe comme c'est mon cas, t'as pas envie de continuer à te faire passer pour un blaireau et d'avoir l'historique qui te poursuit. L'historique, c'est moins grave, je trouve, que le message toujours. Au moins, tu sais, tu vois que merde, il s'est trompé, il a corrigé.
Je trouve que Okay, c'est acceptable. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais ça te permettrait, d'ailleurs Twitter pourrait faire la même chose hein, s'ils nous écoutent. Parce que si tu vois l'historique, tu peux te dire à un moment, oui en fait on les a couillonnés, ça aurait répondu à leurs problématiques. Je suis assez d'accord. Mais je trouve ça quand même... Enfin, je trouve ça bien de pouvoir modifier son message parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont des fois un peu vite en besogne et se reprennent derrière parce que sur une virgule ou un mauvais accord, le sens de la phrase peut changer. Surtout le correcteur orthographique. Ou le correcteur orthographique, sur 140 caractères, forcément, ça rend les choses encore plus complexes, mais qui est quand même une indication et qu'on puisse pas le faire non plus n'importe comment et changer volontairement le sens de sa phrase parce que là, on va tous s'y perdre. Ça va plus être possible. On va plus savoir qui est qui et qui fait quoi et comment et quoi qu'est-ce. Ça va être très très gênant à un moment donné. Donc, on va encore faire plus de screenshots. Quand on voit un truc qui part en couille, on fait plus de retweets, screenshot tout de suite parce qu'on sait que le mec, il va avec le niveau de haine et de désinformation qu'il y a sur Twitter en dehors de la sphère technologique. Moi j'ai plutôt des tweets dans la sphère technologique, là ça va, c'est encore plutôt bon enfant. Mais dans tout ce qui est people, sport et politique, c'est incroyable. Politique, c'est un déversoir de haine et de désinformation, de fake news. Donc ça peut devenir une arme dangereuse, l'édition de messages. Oui, c'est ça. Ça devient très vite, ça déborde très vite. Pour le reste, quand on est dans ces sphères à soi et qu'on reste un peu dans l'entre-soi, c'est encore très supportable, je trouve. On arrive à la lettre E. L'autre lettre E. E comme efficience, Sébastien. Google à la recherche de l'efficience au travail. Ça, c'est le mot le plus utilisé. C'est très 2022. Et efficience, il faut le placer au moins une fois dans une phrase en réunion, parce que sinon, on a l'air d'un vieux con. Donc, efficience. Et le pragmatisme, non ? Celui-là aussi. Pragmatisme, c'est saut 2019, ça, pragmatisme. Hein. C'était juste juste avant le Covid, le pragmatisme. Moi, je suis seulement arrivé au pragmatisme et l'efficience, pas encore. Ah oui, écoute. Je suis vraiment en retard. C'est une start-up, c'est une société comme une autre maintenant. Voilà. Oui, une scale-up maintenant, monsieur. Scale-up. Donc maintenant, scale-up. Scale-up. C'est exactement ce que une scale-up milanaise. Mais les milanaises, c'est pas mauvais du tout. Hein, scale-up milanaise. C'est très flat et plus facile que la précédente. Mais le scale-up, si vous avez la ref, vous la mettez en commentaire. Allez hop. Efficience, donc. Quelques années. Hein. Et donc, c'est Sundar Pichai, CEO de Google, qui effectivement a fait des petites déclarations sympathiques lors d'une conférence à Los Angeles, et il se prépare à la tempête. Et je pense que d'une certaine manière, il a raison de le faire de ce côté-là, parce qu'on n'a pas encore vu le début du quart, du tiers des conséquences sur l'activité économique globalement. Gouverner, c'est prévoir. Effectivement, ici, il prévoit les problèmes. C'est mieux que, hein. Et de son point de vue, c'est effectivement, déjà, ils ont réduit les embauches, hein, donc ils ont quand même énormément grandi en quelques années. Ils étaient que 118 000 en 2019, et ils sont passés 156 000 en 2021, et maintenant ils sont à 174 000. Donc tu vois, ça fait quand même déjà une énorme force de travail. Et lui, il pense qu'il faudrait augmenter l'efficience au niveau de la force de travail d'une 20%. Alors quand tu dis ça comme ça et que tu lis le headline du truc, tu dis ouais, c'est bon, je vais pas faire 20% d'heures en plus, je vais pas faire, tu vas pas me tuer, on va pas. En fait, sa volonté, c'est pas réellement ça. Il faut vraiment un peu lire entre les lignes et aller plus loin. Et ça devient, je trouve, un peu plus positif. C'est sa vision d'entreprise aujourd'hui dans Google. C'est Google est lent. Et totalement inefficient sur une série de points décisionnels. Et le problème, c'est que pour un point, c'est pas une personne qui en est responsable, c'est 3, 4, 5 personnes qui ont cette décision. Et du coup, en fait, si tu as dans une boîte 174 000 personnes, qu'il y en a 170 000 qui prennent les décisions et 4 000 qui bossent, peut-être qu'effectivement cette boîte n'est pas efficiente en termes de production. Et donc c'est ça que lui il veut revoir, effectivement, faire plus de gens dans la productivité réelle et moins de gens qui doivent décider, parce que ça ne sert à rien de décider à 3 de la même chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire trop de cadres ?
par exemple? Oui, alors c'est un problème assez classique dans des sociétés qui ont ce type d'âge, c'est-à-dire que parce qu'ici Google, une vingtaine d'années, il y a une série de cadres qui étaient là, elle fait une série d'employés au début, au fur et à mesure, ton gars est là depuis 10-15 ans dans la boîte, tu le récompenses, tu montes dans l'échelle, mais au fur et à mesure que tu récompenses des gens et que la récompense, c'est de les faire monter dans la hiérarchie, tu commences à avoir trop de monde dans la hiérarchie par rapport à réellement ce qu'il y a dans ta société, et donc ces gens ne servent plus à rien. Donc tu as le ventre mou au milieu de la société que tu as récompensé, mais qui ne servent plus vraiment à grand chose dans ta boîte parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y a pas mal de boîtes que je connais, y compris en Belgique, où et si tu veux faire des réductions, le ventre mou est un problème, et effectivement tu dois réduire la force, et c'est étonnant que ça vienne d'une boîte américaine, hein, où tu ne dois plus forcément gratifier tes employés par monter dans la hiérarchie. Et ça, c'est effectivement quelque chose que nous, on faisait énormément en Europe. La gratification, c'est augmenter dans la hiérarchie, alors qu'en fait, il y a des devs, hein, je parle du milieu IT, hein, plus spécifiquement, t'as des devs qui ont 40 ou 50 balais, ça ne sert à rien de les faire monter dans une gestion d'équipe. Les mecs font du dev, ils vivent pour faire du dev, et ce que le mec fait en une journée, le rookie qui arrive à 18 ans, il te le fait en un mois. J'exagère, mais parfois pas tellement loin. Et donc, si tu le payes en tant que dev le même salaire que ce qu'il aurait eu s'il était monté en hiérarchie, le mec est content, il continue à faire son taf. Et ça, c'était très américain, alors qu'en Europe, on voulait absolument faire monter les gens. Donc finalement, c'est assez étonnant de voir ça, que Google ait ce problème de ventre mou, d'une certaine manière. L'idée, c'est de décorréler l'aspect financier, salaire, de l'aspect progression dans la hiérarchie, quelque part. C'est laisser les gens quelque part là où ils sont, mais de les gratifier plus par un meilleur salaire. C'est un peu ça l'idée. Oui, ou peut-être que... Oui, et là, on déborde un peu largement de ce que dit le gars de Google, mais peut-être que finalement, tu dois laisser le choix à ton employé. Peut-être qu'il veut juste une gratification salariale, peut-être un truc ou l'autre en plus, un avantage parce qu'il est là depuis très longtemps, mais pas forcément de monter dans la hiérarchie. La hiérarchie ne doit pas forcément être la solution à toute gratification. L'autre Seb, une opinion là-dessus? Ouais, je pensais Google relativement immunisé contre ce problème-là, qui est très européen, hein, que pour les rôles techniques, la seule évolution dans une société, souvent, c'est le management, et quand on est un bon technicien, on n'est pas nécessairement un bon manager, et on n'a pas envie de devenir un bon manager non plus. Donc c'est important d'avoir des boîtes techniques qui offrent des chemins d'évolution de carrière pour ce qu'on appelle les IC en anglais, les contributeurs individuels, dans la technologie, en étant plus senior, en prenant plus de responsabilités, en prenant plus d'influence sur les plus juniors, en étant capable de concevoir, d'encadrer, de revisiter, mais sans nécessairement devenir un manager décisionnaire. Et je pensais que Google était plutôt bon à ça, donc je découvre en ayant lu cet article-là aussi que pas nécessairement. Ça, c'est mon premier truc. Mon deuxième, c'est que c'est le problème de beaucoup de boîtes qui grandissent vite. On crée très rapidement des couches et des couches et couches de middle management qui au final ne rapportent pas beaucoup, qui ont même tendance à annihiler l'efficacité pour la prise de décision. On devient plus lent, on devient plus gros, on devient plus gras, et finalement on meurt sous sa propre inertie. Au niveau de l'employé, j'ai presque envie de dire, on va conclure peut-être avec ça coupe aussi les ailes au principe de Peter. Principe de Peter, je le rappelle, hein, c'est cette suite de succès, d'avancement, avancement, qui à un moment donné te conduit à l'échec, puisque tu es toujours, je vous lis la phrase, hein, l'avancement dans la hiérarchie est basé sur les performances du candidat à son poste précédent plutôt qu'à son poste actuel, et donc forcément ça conduit inévitablement à un moment donné à un plafond qui est l'échec, quoi. Seb. Et le corollaire du principe de Peter, c'est qu'après un certain temps, tous les postes clés sont occupés par des gens qui ne sont pas la compétence pour le faire. Exactement. Ce qui est d'autant plus dangereux. L'autre Seb. Oui, le dessus de l'échelle, c'était Peter Pan. Mais oui. Sinon, voilà. Il y a
milliardaire qui avait bien fait son taf, c'est Richard Branson, qui lui avait plutôt une tendance à toujours séparer toutes les sociétés. C'est vraiment son truc dans Virgin. Ouais. Il y a Virgin qui est la marque, la maison mère, et ensuite toutes les sociétés, c'était Virgin Cola, Virgin Aerospace, Virgin machin, c'est toutes des sociétés indépendantes, des petites sociétés, des petites structures, et du coup qui ont moins d'hierarchie et qui étaient beaucoup plus efficaces. Bon, on n'entend plus trop parler de Virgin, pourtant le mec était vraiment très très bon en management. Il a fait lui aussi. Il a atteint aussi, hein. il est arrivé à son max. Et, voilà. Et donc, si je peux encore rajouter quelque chose, il y a une technique de promotion aussi, celle qu'on applique dans la boîte où je suis, où on n'est pas promu en fonction du potentiel qu'on représente pour le poste suivant, mais en fonction de ce qu'on a fait dans le rôle. C'est quand on opère déjà au niveau suivant pendant un certain temps, alors on est promu au niveau suivant parce qu'on apporte la preuve qu'on a déjà fonctionné à ce niveau-là. Donc on n'est pas promu sur une promesse future, tiens, tu vas devenir manager, tu vas faire ça, mais tu es promu sur base de ce que tu as fait avant. Sujet intéressant, hein. On sort un peu du cadre techno, hein, mais quoique, là ça vient de chez Google au départ, donc, mais ça peut être dans n'importe quelle boîte, parce qu'on comprend bien. Si vous avez une opinion là-dessus, si vous avez une expérience particulière dans le domaine, n'hésitez pas à la partager avec nous. Vous l'avez vu, mes petits camarades et moi-même sommes assez friands de ce genre d'informations et d'évolution aussi dans l'entreprise. On est à la lettre F déjà comme fake, Sébastien, quand la keynote d'Apple est détourné, c'est ce qui est arrivé cette fois-ci, cette semaine, enfin si je dis pas de bêtises, et tu vas nous en parler. Hier, hein, ouais. C'était hier. Oui. Enfin, c'est hier à l'heure où nous enregistrons. Peut-être que quand vous écoutez, c'était un tout petit peu avant. Mais on avait dit qu'on parlerait pas de la keynote d'Apple, mais je vais quand même le faire parce que il y a des gens mal intentionnés, j'allais dire des hackers, mais c'est un peu un terme galvaudé, des gens mal intentionnés qui ont préparé une vidéo semi-live sur YouTube qui s'appelait Apple Keynote Special Event machin chose. Apple Event Live, CEO of Apple, Tim Cook, Apple and Metaverse in 2022, en 2022, et noyé de mots-clés Apple dans les descriptions, etc., soi-disant en streaming live, exactement à la même heure que la vraie keynote d'Apple, ce qui fait que les algorithmes de YouTube se sont un peu emmêlés les pinceaux et ont été recommandés cet event à des tas de gens, notamment un journaliste de The Verge qui a cliqué dessus en se demandant tiens c'est quoi ça, et en fait il diffusait une vieille interview de Tim Cook de 2018, il y a 4 ans, sur CNN. Ils avaient aussi caché le logo de CNN en mettant un logo Apple Crypto Event 2022 et une bannière en dessous Urgent News, etc. Et quand ils cliquaient sur les liens de la description, on tombait sur un site qui n'avait rien à voir avec Apple, un site de crypto-monnaie plutôt douteux qui vous incitait à vous inscrire et dépenser, et acheter de la crypto-monnaie sur ce site-là. 70 000 viewers quand même de cette stream Google, sur YouTube, pardon, Google n'a rien à voir là-dedans, avant que YouTube ne coupe le truc et désactive et enlève la vidéo. 70 000 personnes qui suivaient en simultané la fausse keynote d'Apple, qui n'était donc qu'une vieille interview de Tim Cook, conçue pour vous attirer sur des sites douteux de crypto-monnaie. Et on ne sait pas s'ils ont transformé derrière. Si ça se trouve, c'est tombé à plat et ça n'a pas... parce que 70 000 personnes, c'est encore relativement peu. Mais si c'est 70 000 gogos, ça peut rapporter gros. J'aimerais bien monter une vidéo et que j'attire 70 000 personnes en viewer live. C'est pas nécessairement facile à... Passant d'après ce que je sais, dans 8-10 jours, il y a un gros truc en Audiovision qui va se passer avec des funérailles d'une dame qui a vécu. Il suffit de reprendre celui de Diana. Voilà, c'est ça. Candle in the wind, machin. Mais donc voilà. Mais je trouve ça malin. Mais comme arnaque, comme arnaque, c'est malin. Il faut être honnête, c'est culotté, c'est malin. C'est un one shot, ça ne peut arriver qu'une fois, à mon avis, parce que voilà, même si je pense que si tu le refais dans un délai relativement court, tout le monde n'est pas au courant, ou sur un tout autre domaine, un événement sportif ou que sais-je, peut-être que ça pourrait encore le faire une fois ou deux, mais c'est super malin. Mais en même temps, derrière, quand tu vois les margoulins qui sont derrière et les pauvres gens qui se font avoir comme des blaireaux, j'y mets des guillemets, je trouve ça triste aussi. L'autre Seb. Ouais. Il y a un copain qui était, et il n'était pas politiquement correct, lui disait c'est une taxe sur la stupidité. C'est un peu violent, mais... c'est pas faux.
Mais voilà, c'est pas politiquement correct. Mais en même temps, je trouve que tu as totalement raison là-dessus. C'est un peu... Oui, on ne peut pas ne pas trouver ça super ingénieux. C'est le voleur des temps modernes. C'est pas le mec qui vient juste fracturer ta bagnole pour te voler un truc. Les mecs ont dû y réfléchir, ils l'ont préparé, ils ont monté les trucs. Il y a du boulot derrière pour y arriver. C'est pour ça que je dis, c'est dangereux aujourd'hui de dire que c'est une taxe contre la stupidité, parce que... c'est une entreprise qui le fait, tu vois. Oui, et on est tous amenés peut-être à tomber dans un piège de ce type un jour, parce qu'on aura envie d'y croire, parce que ce sera très très bien fait. Je pense au deepfake par exemple. À un moment donné, ça devient difficile de tirer le vrai du faux. Alors après, si tu fais travailler un peu ton cerveau, tu vas y mettre des réserves, dire doucement, machin, etc. Mais malgré tout, les mecs sont de plus en plus sophistiqués, et ça, on peut pas leur retirer. Non. Il y a un boulot derrière. Je veux dire que tout boulot mérite salaire. Le salaire est un petit peu pas de bol ici. C'est des gens qui se font avoir, et donc c'est pas super cool. Mais c'est presque dommage que les mecs utilisent ce talent pour arnaquer les gens. Oui, en fait, c'est ça qui est triste. C'est que ça pourrait être un talent super génial pour faire du buzz, pour faire des choses positives, attirer peut-être les gens vers quelque chose qui a besoin de visibilité, qui n'en a malheureusement pas. Parce que justement le terrain est occupé par des pseudo buzz à la Apple répétitifs, même si j'adore la marque et voilà, mais je trouve que ça devient trop. À un moment donné, on est à saturation. Ça sert à rien. Ils auraient dû amener tout le monde sur notre podcast. 70 000, ça nous aurait fait plaisir. Ça dit. Tu vois, ça nous aurait fait, attends, je calcule vite fait, ça nous aurait fait 65 000 de plus. Il y a quand même une vraie question derrière aussi sur YouTube qui promeut et qui met en avant ce flux-là et qui met des heures et des heures à réagir. Oui. Il y a clairement une erreur d'aiguillage de côté YouTube. Oui, mais c'est de nouveau, on n'est jamais à l'abri on se fait avoir. Il est possible de se faire avoir parce que dans le feu de l'action, parce que voilà. Bon, il faut être prévenu, il faut le savoir, la seule chose qu'on peut faire contre ça, c'est de encore plus réfléchir et ne pas faire confiance. Ne faites jamais confiance. Même nous, même quand on vous dit des choses, allez creuser, c'est pour ça qu'on vous met les liens, allez creuser, trouver des arguments contre ou croiser l'information, nous on le fait, mais faites-le aussi. Oui, je peux rajouter une bêtise, mais ça m'a choqué, j'écoute la radio quasi tout le temps dans ma bagnole, oui, ça c'est embêtant, hein, tu vois, et à chaque fois que maintenant quelqu'un parle à la radio d'un produit, parce que c'est des talk shows en général qui durent la plombe. Tu hurles à ton volant en disant ouais c'est ça. Non, c'est que maintenant à cause de ce qui de toutes les influenceurs et toutes ces nouvelles sphères, à chaque fois qu'ils parlent d'un truc, ils sont obligés de justifier que non, ils ne sont pas payés par la marque pour en parler. Et à chaque fois, et je me dis putain, il y a des années, quand quelqu'un parlait d'un téléphone ou d'un machin, il devait pas toujours dire je suis payé par la marque. C'était évident. Et maintenant, ce n'est plus une évidence quand quelqu'un parle d'un produit. L'évidence, c'est qu'il a été payé pour en parler. Et donc, on a changé complètement le paradigme. Mais là, ce matin, ça m'a choqué. Je me dis, merde, on a changé complètement le truc. On a changé le paradigme parce qu'il y avait des règles et elles n'ont pas été respectées. Les règles qui encadrent la publicité, elles ont mis du temps à être mises en place. La publicité doit être encadrée, identifiée comme étant de la publicité. Et les influenceurs ont cassé les règles. Et c'est à cause de ça que finalement, derrière, il faut presque s'excuser de dire la vérité. Et heureusement, ça semblerait que ça commence à toucher tout doucement à sa fin, parce que les gens commencent à s'en rendre compte qu'ils se font manipuler par des soi-disant amis influenceurs qui leur vendent tout et leur contraire pour juste gagner de la thune et pas payer de taxes et patati et patata. Enfin, on va pas rentrer, c'est un autre débat, mais tout ça pour dire que le contourner des règles quand elles sont bonnes, ça conduit forcément à des problèmes, et c'est le cas dans ce cas-ci, quoi. Voilà, alors c'est peut-être des règles de vieux cons, hein, on est d'accord, hein, mais en attendant, elles servent, la preuve. On a fait le tour on était sur quoi ? On était sur fake, d'accord. Alors on passe à la suite. Sur F.
Et oui, on est sur R là maintenant. R comme rencontre. Sébastien, on va parler de. Alors, je voyais quelqu'un qui voulait parler de ce service, de cette application-là, justement cette application-là, et qui faisait semblant de ne pas la connaître. C'est quoi encore cette application où il faut swapper sur la gauche là? Personne n'a cru qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait. On va parler de Tinder. En même temps, Tinder, il paraît que c'est has-been. Oui, parce que Tinder, surprise. Voilà, oui, si, oui, bah, c'est la rentrée, hein, et qu'est-ce que tu veux? Oui, je suis pas encore chaud, et voilà, il faut que ça vienne. Tinder, oui, donc Tinder, il commence à y avoir de nouveau des trucs, j'aime bien les trucs de société comme ça où les gens hackent des systèmes et alors détournent et en fait donc Tinder, il y a plein de gens dessus, et toujours les reproches sont les mêmes, c'est oui, bon, on n'est pas sur des trucs sérieux, c'est juste pour des coups d'un soir, il y a des abus, il y a des machins, et donc il y a toute une série de gens qui se disent à tort ou à raison, je m'en cale. Oui, j'utilise pas ce genre d'application, je suis casé, j'ai 3 gosses. Donc, tu vois... faut arrêter un moment, tu vois. Encore un qui fait semblant qu'il n'a pas compris à quoi ça servait. Mais enfin, continue. Et donc, il y a toute une série de célibataires qui se sont dit, bon, il y a peut-être une vie en dehors de Tinder, parce que ce que Tinder et d'autres applications de dating, c'est pas que Tinder, Tinder ne propose pas ce qu'ils sont réellement en recherche. Et donc, comme ça les satisfaisait pas, les mecs ils se sont dit, ça a commencé il y a quelques mois et maintenant ça devient vraiment une grosse tendance, je vais faire un Google Doc. Et ça c'est super drôle parce qu'en fait, donc plutôt que d'utiliser un site de rencontre, les mecs ils te pondent sur leur Google, sur leur Drive, un petit document pour dire ce qu'ils recherchent, ce qu'ils font, un petit peu leur truc, un peu comme leur CV, mais pour rencontrer l'âme sœur. Et une fois qu'ils ont fait ce truc, c'est ça, ils publient ça sur différents médiums, et tu retrouves plein de trucs comme ça sur Twitter, avec les mecs qui disent, voilà, si vous voulez me rencontrer, voilà, ça c'est ce que je cherche. Il y en avait un qui faisait ça à l'époque, qui était super drôle, et qui avait toute ma sympathie, c'était Richard Stallman, sur son site perso, et dans les conférences, tu renvoyais vers son site perso, tu avais le petit lien, je sais pas s'il a trouvé l'âme sœur depuis, il recherchait, et effectivement, il expliquait quelle était pour lui la femme parfaite, et si tu voulais, tu écrivais, et ce truc est resté là pendant des années, donc je pense que la technique n'est pas hyper efficiente, pour revenir utiliser le mot de tout à l'heure. Elle devait être libre. Elle devait être libre et aimer les gnous. Oui, et puis surtout, elle devait voyager parce que c'était super compliqué pour lui. Sa vie était super compliquée. Ici, c'est plus simple, mais est-ce que ça a réellement un impact derrière? Donc, si vous êtes célibataire, comme on les écoutait, est-ce que vous devez faire un Google Doc et le publier partout? Je suis pas sûr que ça marche réellement. Par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu sors du cadre des questions de Tinder, ou alors même pas beaucoup de questions sur Tinder, mais des sites de rencontres classiques, et t'es obligé de te poser pendant 5 minutes en disant, ok, qu'est-ce que je veux de ma vie, en tout cas dans les relations avec d'autres, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, et donc si tu le mets sur papier, au moins ça peut t'aider à aller vers ce genre de choses. Donc rien que de faire l'exercice, tu vois, on devient conseiller matrimonial maintenant, rien que de faire l'exercice, qui l'eût cru, je pense que psychologiquement c'est intéressant de faire l'exercice. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que en le publiant sur les différents médiums, il assume le fait d'être célibataire et de dire, voilà, effectivement, je suis célibataire et je cherche ce type de personne, by the way. Bon, après, il y a pas. Donc, ce détournement de Google Doc, je trouve ça super drôle, super intelligent, et finalement, pourvu que ça marche, quoi. Seb, mes adolescents m'ont montré un autre détournement de technologie pour rencontrer, ou en tout cas interagir avec des gens dans des endroits qui sont assez populés, qui sont pleins de monde. En l'occurrence, on était dans des files d'attente de parcs d'attractions pendant l'été, et ils utilisent AirDrop, la fonctionnalité d'Apple pour envoyer des photos ou envoyer des messages aux gens qui ont un iPhone autour de toi, parce que quand dans une file d'attente d'un parc d'attractions tu démarres à AirDrop, tu vois des dizaines de personnes autour de toi qui sont joignables, et eux
eux, ils jouaient à tic-tac-toe avec ça. Donc, ils prennent une photo du fond, du paysage, etc. Ils dessinent une grille de tic-tac-toe. Ils font le premier mouvement et puis ils envoient ça par airdrop à quelqu'un. Et la personne, si elle le souhaite, si elle accepte, dessine le mouvement suivant sur la photo et renvoie l'airdrop. Et ils passaient du temps à jouer à tic-tac-toe dans une file d'attente. Et on me dit, ouais, ça peut servir à draguer aussi. Il y en a qui envoient leur numéro de téléphone et des choses comme ça. Il y a eu une news d'ailleurs début septembre. Oui, on l'a pas publié. On n'en a pas parlé, je pense, de quelqu'un qui envoyait des photos douteuses dans un avion avant le décollage. Voilà. Et ça a fâché le commandant de bord qui a dû faire une annonce et dire bon, le plus rigolo qui fait ça, il arrête, ou sinon je décolle pas. Point. Donc c'est un autre détournement. Mais enfin, revenons-en à la drague. Airdrop, ça peut être. Ça n'est pas si loin, tu vois. Le pilote qui dit qu'il y a qu'un manche dans l'avion, finalement. Ceci étant dit, en fait, l'idée est relativement simple, mais il suffit l'idée, c'est, on n'a pas assez d'espace pour publier ce qu'on a envie de dire et entre guillemets faire l'article. Et donc on profite d'un espace, là c'est un Google Doc, mais ça pourrait être tout à fait autre chose. C'est pas neuf, je veux dire. J'en veux pour preuve. Non, c'est juste une tendance. C'est une tendance, mais j'en veux pour preuve que j'avais un petit truc à communiquer pour les technos en début de saison, et je me suis dit, tiens, on va faire sous forme d'un petit communiqué, sans être non plus très très formel, faire un petit communiqué, et je me dis, mais je vais le mettre où? Alors si je le mets sur le site lestechno.be, bon, c'est bien, mais... Il y a les gens qui connaissent qui le verront. Il y a que les gens qui connaissent qui vont le voir, etc. Et là, j'ai envie de le partager en plus sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Sur Twitter en particulier, c'est plus compliqué, parce que c'est quand même... Je me suis fendu d'une tartine, donc il fallait faire un petit lien, et donc j'ai été sur le site medium.com. Vous connaissez tous medium.com qui vous permet quelque part de faire du blogging à l'ancienne, quelque part de créer vos pages. Et donc, c'est bien, c'est qu'en plus on a des statistiques et tout, et donc on peut ainsi retrouver l'article assez facilement. Tout ça pour dire, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire que d'abord c'est notre 9e saison que nous avons commencé la semaine passée, ça vous le savez, et puis que nous cherchons toujours des chroniqueurs et des chroniqueuses, et particulièrement des chroniqueuses. Et j'explique pourquoi. Dans ce petit article que je pourrais vous remettre en lien d'ailleurs. Je vous explique pourquoi il nous faut, enfin pourquoi j'aimerais bien qu'il y ait des chroniqueuses, pas uniquement pour la parité, mais pour avoir d'autres angles aussi et d'autres observations sur le monde de la tech. Et comme tu le disais très bien, Sébastien, c'est vrai que c'est un exercice de faire alors là, je vais appeler ça un hobby description. C'est pas un job description, mais qu'est-ce qui réunit l'ensemble des technos, des chroniqueurs des technos. Quels sont les profils que vous êtes aujourd'hui 7, si je ne dis pas de bêtises, 6 ou 7 dans l'équipe, enfin les profils qui ont toujours été ceux des chroniqueurs depuis maintenant 8 ans chez les technos, et faire cet exercice, c'est intéressant, ça permet de se dire, tiens, c'est vrai que finalement ces gens sont pas si cons. Pardon. Merci. C'est tout ça pour en arriver là. Non, après 9 ans. Mais après 9 ans, je vous fais un compliment, arrêtez. Je le ferai pas chaque semaine, mais je dis ça pour rire. Mais voilà, non, c'est un véritable exercice. L'exercice de trouver une petite plateforme pour poser son texte, machin, etc., puis le partager, etc. Tout ça, ça fait partie c'est très rafraîchissant en fait comme manière de faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si vous avez une conclusion là-dessus, ça m'arrangerait, comme ça je peux passer à la lettre suivante. Ouais, si vous voulez bien nous aider, partagez le truc, du coup, le médium, partagez sur vos réseaux. Parce qu'il y a eu un peu de partage, il y a eu un peu de like, machin, etc. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de gens qui se sont présentés, de chroniqueuses ou de chroniqueurs d'ailleurs. C'est pas voilà. Mais pour faire un peu le nombre, c'est un peu trop de mecs autour de nous, quoi. Faut être honnête, quoi. Et si vous êtes blonde à forte poitrine. Ben voilà, c'est comme ça qu'après, moi, je dois encore, l'année prochaine, remettre un truc en disant, elles auront oublié ce qu'il a dit, elles auront oublié ce qu'il a dit. Est-ce comme SETI, Sébastien, forcément, puisqu'il n'y a que ça autour de moi, le papa de SETI n'est malheureusement plus. C'est qui en parle? C'est toi? C'est moi? Non, je crois que c'est moi. Après le Tinder surprise, il fallait bien. Oui. Bon, c'est vrai. Il faut pas non plus. Ne l'encourage pas, s'il te plaît. SETI, c'était un programme de recherche d'intelligence extraterrestre. Donc l'idée, c'était d'écouter le bruit cosmique, le bruit des ondes qui nous arrivent de l'espace, et de l'analyser. Évidemment, ça a commencé dans les années 90, si je me souviens bien. Et évidemment, les ordinateurs de l'époque ne permettaient pas d'analyser la quantité de données qui étaient reçues. Et donc, le programme SETI a eu pour idée d'utiliser non pas le temps de cerveau disponible, mais le temps de CPU disponible des différents ordinateurs
ordinateurs connectés à Internet sur la planète pour découper le spectre à analyser en petits bouts, distribuer ces petits bouts à tous les gens qui bien gentiment avaient installé l'application SETI sur leur PC, qui, pendant que le PC ne faisait rien, quand le screensaver se déclenchait par exemple, allait analyser des morceaux de fréquences, faire des transformés de Fourier essentiellement sur les données qui étaient envoyées, et en recoupant toutes les données, essayer de détecter des patterns qui montreraient que certaines ondes envoyées sont issues par une intelligence et c'est pas juste du bruit cosmique. Ça n'a donné rien, le programme SETI a fermé il y a quelques années, mais ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que son papa s'appelle Frank Drake, et que Frank Drake est malheureusement décédé cette semaine ou la semaine passée également, 1922. Il était né en 1930, le monsieur, donc il avait 92 ans quand il nous a quittés. Et cette idée de recherche de vie extraterrestre, on appelle ça un exobiologue, n'était pas nouvelle chez lui, parce que j'ai appris tout ça à l'occasion de son décès. Il fait ça depuis 1960. En 1960, il avait déjà pointé des énormes antennes vers le cosmos, essentiellement vers 2 étoiles en particulier qu'il avait déterminées comme étant les plus probable selon lui pour héberger des planètes avec de la vie intelligente, et il écoutait manuellement jusqu'à 6 heures par jour les bruits radiophoniques qui venaient de ces 2 étoiles, bien avant le lancement du programme SETI. Donc c'était une véritable obsession chez lui. C'est aussi lui qui a fait cette fameuse équation, pardonnez-moi, j'en suis ému, l'équation de Drake que je me permets de vous rappeler, c'est N égale R fois FP fois NE fois FL fois FI fois C fois L, qui est N, c'est le nombre de civilisations dans notre galaxie avec laquelle une communication serait possible. Et globalement, c'est un produit entre le nombre moyen d'étoiles en formation formées dans notre galaxie, modulo le pourcentage de ces étoiles qui ont des planètes autour, modulo le pourcentage de ces planètes qui pourraient supporter la vie, modulo le pourcentage de ces planètes qui pourraient avoir développé une vie intelligente, modulo le pourcentage de ces vies intelligentes qui auraient pu développer des civilisations technologiques capables d'envoyer un signal dans l'espace, modulo la fréquence de temps dans lequel tout ça se passe, parce qu'il faut que, en termes d'années-lumière, tout ça colle, que nous, on écoute là maintenant des trucs qui ont été faits il y a très longtemps pour que les signaux ils puissent voyager chez nous. Donc ça, c'est la fameuse équation de Drake qui est présente dans plein de films de science-fiction, de séries, même à certains moments aussi, dans la culture populaire, comme on dit. Donc c'est le même monsieur, ça je savais pas non plus, que SETI et Drake c'était la même personne. Donc RIP, monsieur Francis Drake, il avait 92 ans. Et merci à vous, évidemment. Je sais pas si Seb a un truc à rajouter là-dessus. Ouais, il me fait penser à un truc, c'est Howard Carter, en fait. Sauf que lui, pas de bol. Ici, il a passé toute sa vie et il a pas trouvé. Ouais. Et tu vois, c'est ce genre de gars où il suffit parfois parce qu'ils sont déterminés, ils font ça toute leur vie, et il suffit parfois d'un petit coup de chance en disant, parce que Carter c'était ça, il avait perdu tout son financement, et puis il a été mendié chez son lord en Angleterre. Allez, s'il te plaît, encore un dernier petit coup, je suis sûr que ce coup-ci je vais l'avoir, et ce coup-là il l'a chopé. C'est un peu le pot de confiture, donc, c'est tout le monde s'essaye à ouvrir le pot de confiture, et des fois le dernier qui arrive. Et puis il y en a toujours, c'est forcément le dernier qui y arrive. Et donc la frustration pour le mec de passer toute sa vie, et tu l'as pas eu. Et donc voilà, je suis assez admiratif de passer toute sa vie à chercher quelque chose que tu ne trouves pas. Je trouve ça génial, et en plus de ça on y a participé quelque part aussi à son rêve. Oui, donc on a tous eu SETI qui tournait sur nos PC à un moment. C'est ça qui est amusant aussi, c'est-à-dire qu'on a notre petite part aussi du rêve de rien avoir trouvé. Et de rien avoir trouvé, et d'avoir consommé de l'électricité. Heureusement que ça ne nous arrive pas aujourd'hui. On est à la lettre W, comme oui mais non. Ceux qui nous connaissent bien le savent, le oui mais non, c'est l'information technologique certes mais improbable, mais technologique certes mais improbable. Et c'est Seb cette semaine qui en a épinglé un, parce qu'il n'y a pas toujours de oui mais non dans nos épisodes. Forcément c'est le Seb de ma droite qui en a trouvé un. C'est une intelligence artificielle qui fait aussi dans le film pour adultes. Ouais, tu vois, je commence par les trucs tristes, le chien mort, et j'arrive à un petit peu de boulot, et puis après j'en arrive à un petit peu de rencontres, et puis maintenant qu'on est passé les rencontres, hop là, les images de Madame à poil. T'as vu ça? Ouais, c'est bien. Là, on termine en apothéose, hein. Ouais. Et dans l'alphabet en plus. Et donc effectivement.
Alors, je vais aller en contre-pied parce que j'aime bien ça. C'est effectivement, on pourrait tout résumer en une ligne. Les mecs de Stable Diffusion ont fait une IA qui permet maintenant de générer des images et des animations de adultes plutôt photoréalistes. Donc effectivement, la photo est assez dégueu ce qu'ils ont montré, parce que si c'est ça photoréaliste, ma femme, elle a des oreilles qui sont quand même vachement plus jolies que ça, et le reste aussi, elle est quand même assez cramoisie. Hein. C'est une intelligence artificielle qui a trop regardé Star Trek, à mon avis. C'est ça, donc ça c'est la photo, ça ressemble plus à une elfe à Walpay qu'autre chose. Donc c'est pas super réaliste pour ma part. Maintenant, voilà, ça, chacun son... si quelqu'un trouve que c'est réaliste, hein, ma foi, il y a peut-être besoin de lunettes. Donc tous les articles et ceux que j'ai lus à chaque fois, c'est au secours, vous avez vu, toujours aussi moche, hein, même avec tes lunettes. Et donc c'est tous les articles ont peur de le revenge porn, et jusqu'où on va, c'est des vilains pervers, c'est l'horreur, c'est machin. Et donc c'est assez négatif. Je trouve que ça reste pourtant moi un certain... Je suis beaucoup plus positif sur ce genre de projet parce que déjà de un, tout le monde a le droit de s'amuser. Tant qu'il fait chier personne, tout le monde a le droit de s'amuser. Je vois pas pourquoi. Finalement. Effectivement, si t'embêtes les autres, ça c'est un problème qui doit être encadré, mais déjà aujourd'hui, tu peux embêter quelqu'un, t'as pas besoin de ça, tu peux le faire avec Photoshop. Hein, t'as pas, y a pas besoin d'outils extraordinaires. Ça se faisait avant. J'ai connu des gens en Belgique qui, même avant Photoshop, qui s'étaient fait condamner. Je ne ressortirai pas son nom parce que je ne veux pas me le retaper au téléphone. Pendant des années, il était complètement à la masse, mais qui avait découpé dans des journaux des filles à poil, avait mis la photo d'une vendeuse et avait été lui montrer dans le magasin. Et évidemment, il s'était pris quelques petites réprimandes. Donc, il a pas fallu attendre Photoshop pour que les mecs fassent des montages et trucs comme ça. Ça a toujours existé. C'est pas l'outil qui crée le malade mental. Tout ça pour dire, je trouve que les gens ont le droit de s'amuser. Si ça fait de mal à personne, c'est intéressant. Je trouve que ça peut... allez, si effectivement pour la libido de certains, ils ont besoin de se créer des scénarios que de toute façon ils ne pourraient pas se faire parce que ça n'existe pas ou parce que voilà, c'est impossible. Si une IA peut leur générer ce genre de film et les aider à vivre une vie plus sereine, avec un petit bémol quand même, c'est que effectivement quand tu dis il y a des choses qui sont impossibles, machin, etc., dont le porno actuel, il y a des choses impossibles aussi, sans prendre des trucs, machin, etc. Donc ça fait quand même du mal à quelqu'un, dans le sens où ça peut déformer la vision qu'ont certaines personnes d'une relation sexuelle, etc. Donc il faut quand même aussi être un petit peu, voilà, je veux pas être plus catholique que le pape, mais... C'est pas à ces outils de faire de l'éducation sexuelle des enfants ou des autres. Ça se passe à plein d'autres niveaux, on est d'accord. C'est les parents, l'école, le machin, etc. L'éducation. Donc c'est comme les jeux vidéo, hein. C'est pas Pong qui a commencé à faire tuer des gens dans la rue. Non, on est d'accord. Donc voilà, je ne tirerai certainement pas à boulet rouge sur ce genre de trucs. Et ma foi, ça, tous ceux qui me connaissent et ont déjà eu ce genre de discussion avec moi, je préfère 200 fois que mes gosses regardent un Harry Potter dans lequel on verrait un nichon que de regarder les Harry Potter tels qu'on les voit maintenant où il y a 200 gars qui se font déglinguer parce que c'est des gens qui se font tuer. Je ne trouve pas ça acceptable par rapport à quelqu'un qu'on voit nu sur... tant qu'on n'est pas dans un film porno pour des gosses, faut pas déconner non plus. Hein, mais la violence est tellement acceptable par rapport à la nudité que ma foi, je trouve que voilà. Ça, c'est mon point de vue de parent. Hein. J'en prends bonne note. Dans le respect de tous les trucs, hein, mais je trouve qu'on accepte beaucoup trop de violence. Voilà, oui, il y a de la violence, et de la violence partout, malheureusement, et c'est vrai que de temps en temps, voilà. peut le dire. C'était pas drôle mon sujet finalement. Non, finalement c'était pas si... voilà. Bon alors, on arrive à la conclusion de cet épisode, hein, parce que voilà, tous les liens, comme toujours, sont en description, ça vous l'avez peut-être déjà vu, mais n'hésitez pas à aller suivre ces liens pour vous documenter. Ne rebondissez pas uniquement sur les titres ou sur ce que nous on dit, allez creuser un petit peu plus profondément. Oui, surtout le dernier, allez creuser. Et si vous avez... il est trop tard. Si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à en rajouter aussi, ça nous intéresse également. Cette saison, j'ai décidé qu'on terminait avec chaque fois une petite citation.
par exemple, si vous voulez, alors j'ai une citation ici, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. C'est signé Winston Churchill. Je vous laisse méditer là-dessus, mes petits camarades Sébastien, en attendant le bonus qui s'en vient, parce que vous le savez, il y a toujours un petit truc en plus, ça dure 15 minutes, ça s'appelle le bonus. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pourrez peut-être aller le voir, il sera là prochainement, il est peut-être déjà disponible d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Merci Sébastien. De rien. Merci Sébastien. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Au revoir.